Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir pour l'événement que le Wagon organise avec Girls in Tech, innover par le code. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Wagon, c'est une formation intensive de 9 semaines au développement web. Nous formons donc des entrepreneurs et des gens créatifs à la technique. Nos élèves, quand ils sortent du wagon, ils sont capables de prendre en main la partie technique de leur projet, de leur start-up, donc par exemple en codant leur produit, ou alors ils rejoignent en tant que développeurs juniors ou product manager dans la tech, et bien des boîtes et des start-up dans l'écosystème tech parisien. Nous avons une communauté de 350 à 400 anciens élèves. Nous en sommes très fiers. C'est une des plus belles communautés de France et peut-être d'Europe même, on l'espère, en viso. Voilà. Donc, nos anciens élèves ont des profils très différents, très variés. Ils ont des parcours très différents également. Nous avons formé des architectes, des designers, des journalistes, des diplômés d'école de commerce. Donc ce soir, nous avons 3 alumni du wagon qui sont ici présentes. Nous en sommes très fiers. Je vais passer le micro à Luisa qui va vous présenter l'association Girls in Tech rapidement. Et ensuite, on va passer au débat. Je vous invite à venir me voir si vous avez des questions, donc là, en deuxième partie de soirée, pendant le networking, si vous avez des questions concernant le wagon et les formations du wagon, je serai là, je répondrai à vos questions. Donc je vous souhaite une bonne soirée et merci à vous. Alors merci au wagon de nous accueillir. Donc nous, Girls in Tech, on est présents depuis 2007. On est présents dans une 50aine de pays. Aujourd'hui, on a un réseau de plus de 7000 personnes. Donc en France, on a été lancé en 2010 et donc on organise plein d'événements. On vous a montré quelques photos. Donc on a organisé la Lady Pitch Night au mois d'octobre, qui est une compétition européenne de start-up. On organise aussi des petits déjeuners chez Twitter par exemple, des formations, avec PrestaShop. L'objectif, c'est vraiment de promouvoir la mixité. Donc, comme vous voyez, on accepte les hommes chez Girls in Tech. Par contre, les speakers sont que des femmes. C'est vraiment la particularité de l'association. Donc, n'hésitez pas à tweeter et je laisse la parole à Julie et à ce beau panel. Merci. Merci d'abord beaucoup pour l'invitation. Donc, on a la chance d'avoir 5 femmes qui contribuent à l'innovation dans des métiers techniques. Donc l'idée de ce débat, c'est de voir justement quel est leur quotidien, comment elles travaillent et quels sont ces métiers justement. Donc je vais vous demander de vous présenter en quelques phrases. Donc moi c'est Sonia, je suis développeuse j'ai fait la formation du wagon et je suis développeuse depuis maintenant 7 mois chez Agores, qui est une start-up qui fait du challenge d'innovation. Bonsoir, je m'appelle Alice, je suis développeuse back-end chez Save depuis 7 mois maintenant, presque 7 mois. Bonsoir, je suis Laure, je suis CTO de Litchi depuis presque 6 ans. Bonjour, moi c'est Marina, j'ai aussi fait la formation du wagon avec Sonia et Alice et je suis développeuse chez Brandon Celebrities, qui est une start-up de mise en relation entre les célébrités et les marques, depuis à peu près 6 mois. Bonjour, je suis Catherine, je suis CTO chez Smart Angels depuis presque 1 an. Smart Angels est une entreprise dans le domaine du crowdfunding pour les PME. Voilà. Promis, on va itérer, on va gérer mieux les micros sur les questions suivantes. Alors, une question que je voulais poser, c'est que le plus difficile, c'est souvent de se lancer sur un projet. Donc, en général, que ce soit nos carrières ou nos projets, on ne manque pas d'idées. Mais le plus compliqué, c'est justement de se décider à se lancer. Donc, je voulais savoir, notamment Sonia, Alice et Marina, qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous former au développement ?
Moi, c'est assez simple. En fait, je faisais pas mal de communication, de la gestion d'associations, et en fait, et un peu de site internet sur WordPress. Et en fait, très rapidement, on atteint un plafond de verre sur du code. Et le but, c'était de dépasser ce plafond de verre et rentrer vraiment dans un métier hyper intéressant, techniquement. Et voilà, donc c'était vraiment le fait de passer un cap en termes de... Enfin voilà, et aussi j'ai toujours plein d'idées dans la tête et j'ai toujours été bloquée par le fait de ne pas pouvoir coder, de ne pas pouvoir les mettre en application. Et je me suis dit que la bonne solution, c'était d'apprendre à coder pour pouvoir faire en sorte que ma créativité puisse s'appliquer sur des projets très rapidement. Alors moi, je suis toujours étudiante. J'étais donc et je suis toujours étudiante en école de commerce. Et à la suite d'une expérience professionnelle à Berlin qui a duré plus de 8 mois dans une start-up, en fait, je me suis rendu compte que pour continuer dans le domaine, dans les startups qui sont dans la tech, j'avais besoin d'un background un peu plus solide sur le plan technique. Et à ce moment-là, a commencé à naître l'idée de me tourner vers le code pour avoir justement ce background technique. Et à la suite de ça, j'ai commencé donc, la formation au wagon. Et ça m'a tellement plu que j'ai souhaité continuer, d'où le fait que je sois développeuse maintenant. Moi, pareil comme Sonia, j'ai fait 8 ans de com en tant que conceptrice rédactrice dans plusieurs agences de pub. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si créatif que ça, même si c'est considéré comme de la création. Tu vois assez rarement tout ce que tu crées mis en réalité, quelque chose qui est implémenté, c'est assez rare. Et donc, ce qui m'a vraiment intéressée en tout ce qui est code, c'est de pouvoir vraiment voir ce que je fais, les résultats de mon travail, en fait. C'était pour ça. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu ou surpris, en fait, pendant cette formation ? Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, c'était pas si loin de ce que je faisais avant, ce qui était en fait l'écriture. J'écrivais beaucoup de textes, beaucoup d'histoires. Et ce qui était très bien en tout ce qui est code, c'est que c'est aussi la logique, c'est aussi le développement de ta pensée, de l'idée, qui est presque comme en langage, enfin c'est en langage d'ailleurs. Et donc c'est pas si technique que ça. Pour moi, c'est en langage comme l'anglais, comme l'espagnol, qu'il faut apprendre à parler. Donc c'est juste ça qui a fait que j'ai choisi le code, parce que c'était pas loin de ce que je faisais avant, même si ça paraît loin. Moi, je peux raconter comment j'ai commencé le développement, mais moi, c'est très simple. Hein. Je suis sortie d'école d'ingénieur en 2001, en pleine première bulle Internet. Voilà, et en ayant le choix à peu près, hein, je schématise un petit peu, mais à peu près entre des SS2I qui avaient l'air un petit peu barbantes et des postes de développement en start-up. Voilà, j'ai choisi les start-up, c'était plus drôle. Et du coup, derrière, j'ai fait à peu près toute ma carrière en start-up. Enfin, j'ai fait toute ma carrière en start-up. Pour ma part, j'ai fait mes études à Epitech, qui est un cursus sur 5 ans, pas du tout dans le développement web. Mais je me suis tournée vers le développement web parce que j'ai aussi un background créatif et il me manquait les outils pour mettre en place mon site web tel que je le voulais exactement. Il me manquait les outils pour automatiser certaines tâches qui me prenaient 70% de mon temps pour gérer mon business, ce genre de choses. Donc, au fil de mes études à Epitech, j'ai fait tous mes stages dans le développement Symfony, presque. Donc, en développement en Symfony, j'ai appris aussi les autres langages web. Et c'est comme ça qu'à la fin de mes études, j'ai démarré chez Sensio Labs, qui est le créateur de Symfony. Et maintenant, depuis 1 an, je suis passée CTO pour justement gérer l'équipe et apprendre à l'équipe dev existante de Smart Angels comment développer
en Symfony ou autre langage. Justement, pour continuer avec toi, Catherine, quand ton équipe elle a un projet à développer, en fait, quelles étapes est-ce que tu vas suivre? Comment est-ce que tu vas passer de l'idée à la réalisation concrète et comment tu vas t'organiser avec ton équipe pour travailler? Alors là où je travaille, on a une équipe digitale et une équipe technique. L'équipe digitale comprend donc les graphistes, les personnes qui travaillent dans le marketing, et ainsi de suite, mais aussi le product owner. Donc l'idée des fonctionnalités à mettre en place sur le site me sont transmises justement via ce product owner. Donc il me décrit globalement ce qu'il voudrait en termes de métier, en termes de fonctionnalités sur le site. Et à partir de là, je passe quelques jours ou quelques semaines, selon la taille de la fonctionnalité, à tester des technologies, pas des langages parce qu'on reste toujours dans le développement PHP ou JavaScript, à tester différentes architectures qui pourraient rendre le code le plus scalable possible dans le temps et le plus facile à implémenter pour mes développeurs. Voilà. Ok. Laure, quelque chose à ajouter sur cette question, j'imagine? Alors, je vais pas revenir sur les process de développement. Moi, je dirais juste que chez Litchi, il y a des questions qu'on se pose quand on lance un projet, qu'on se pose sur en particulier. Il faut aller voir assez loin, voir en particulier ce que ça va donner en production, vérifier les impacts en production, en termes de scalabilité bien sûr, mais aussi en termes d'administration. Donc, sur un nouveau projet, on va se demander d'abord si ce qu'on a comme socle technique peut répondre aux besoins. Et ensuite, si ce n'est pas le cas, on va effectivement se poser la question de comment, quel est le bon produit pour notre production, quelle est la bonne architecture pour notre production. Je prends un exemple tout bête. Redis, on a... Sur différents ajouts de fonctionnalités, on a commencé à parler de Redis en disant ouais, là ça nous aiderait bien sur cette histoire-là. Une fois je dis non, c'est une petite fonctionnalité dans un coin, c'est pas suffisant pour ajouter un élément sur la production qui va quand même demander de l'administration, de la maintenance, etc. 2 fois, 3 fois, on fait ouais, ok, là on voit qu'on a un vrai besoin, on y va quoi. Voilà. Alors, nous tous les trois, on n'est pas du tout CTO, donc je pense qu'on voit les trucs de manière plus concrète en fait, parce que nous on arrive au moment où la user story elle est écrite, pensée et tout. Et la première partie qu'on va faire et qui est assez compliquée parfois, c'est d'écrire les specs, c'est-à-dire tout ce qui va faire en sorte que ça va répondre aux besoins dans le code et qu'est-ce que ça va toucher comme partie. Et je pense qu'il y a une question qui vient après sur les pièges à éviter et tout. Il ne faut pas hésiter, comme l'a dit Catherine, à passer du temps à bien réfléchir à ce que vous voulez implémenter pour avoir la meilleure réponse possible en termes de code, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Bien sûr que ça répond à la question. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est justement le principe. Et vous êtes sur des cycles de combien de temps sur vos développements de fonctionnalités? À quelle fréquence vous sortez des nouveautés? À quelle fréquence vous testez en production? Alors, chez Save, donc l'entreprise pour laquelle je travaille, on a depuis mai, on construit un système d'information. Donc, en fait, Save, c'est donc une entreprise qui fait de la réparation pour les smartphones et les tablettes. Et c'est essentiellement, pour le moment, une boîte de retail avec des problématiques logistiques très importantes. Et il faut savoir que cette entreprise, elle a même pas un an et demi. Et qu'il y a 1 an et demi, ils faisaient tout sur Excel. Et qu'en fait, il y avait un réel besoin d'avoir une solution informatisée. D'où le système d'information, et plutôt que externaliser
la chose est de passer par des sous-traitants ou des autres agences. En fait, ça a été créé en interne pour vraiment répondre aux besoins de chaque département. Et ce système d'information-là, il a été construit en à peine 6 mois. Et aujourd'hui, il tourne. Alors, certes, il y a encore plein de défauts et c'est une pieuvre à plusieurs têtes. Et il faut souvent... Enfin, voilà, il y a des choses qui remontent. Parfois, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est vraiment... en tout cas, les gens avec lesquels je travaille... pour eux, c'est avoir taclé ça en 6 mois, c'est très très rapide. Et selon la features ou le produit que vous allez développer, de toute façon, les cycles seront pas les mêmes. Donc voilà, pour ma part, on est plutôt sur des cycles aussi longs. Et après, la méthode avec laquelle on travaille, donc c'est une méthode de travail qui s'appelle Agile. Je pense que les gens qui travaillent dans la tech sont plutôt familiers avec cette méthode de travail-là. Enfin, même si c'est assez récent, je ne sais pas, ce serait intéressant d'avoir l'avis des gens qui travaillent depuis plus longtemps que moi. Mais donc ensuite, en termes de méthode de travail, ça va être ce qu'on appelle donc des sprints, donc une semaine où on va développer un certain nombre de features, et voire parfois 2 semaines. Les tailles des sprints diffèrent encore une fois, selon les produits et les features demandées. En termes de répartition des tâches et de découpement des tâches en tout cas, sur des features plus longues. Alors, j'ai pas mal de choses à dire effectivement sur les cycles de release. Quand on a commencé chez Litchi, on faisait une release par semaine, mais c'était pas très compliqué. Il y avait un product manager, il y avait moi comme développeuse. Voilà. Maintenant que l'équipe s'est un peu étoffée, on est sur un rythme de une release importante par mois plus une release, on va dire, moins importante en termes de nombre de fonctionnalités, avec des fonctionnalités qui sont, on va dire, plus esthétiques et moins centrales. Voilà, on arrive à tenir un rythme comme ça. L'important sur le sujet, c'est de revenir sans cesse sur ces process pour regarder là où on n'est pas efficace. Et voilà, et là où on perd du temps. Nous, on fait pas mal de choses là-dessus. Ce qui veut dire que, par exemple, on voit qu'on passe pas mal de temps sur les recettes. C'est vraiment un point qui nous prend beaucoup de temps et donc on fait des efforts conséquents pour automatiser nos tests pour que les recettes soient plus rapides, par exemple. Moi, avant de rejoindre ma boîte actuelle, j'ai assisté à une conférence de Paris RB où il y a eu quelqu'un qui a dit que leur temps de non-accessibilité de la plateforme était de 2 minutes par mois. Ce qui m'a vraiment choquée à l'époque, parce que je me suis dit, bon, comment c'est possible? Est-ce que ça veut dire qu'ils le mettent en production juste une fois par mois? Comment ils font? Et ça me surprend encore maintenant, parce que nous, parfois, comme on est une équipe assez petite, donc on n'a pas beaucoup de développeurs qui peuvent s'occuper de certaines fonctionnalités. On met parfois en production tous les matins quelque chose s'il y a un bug urgent, par exemple comme ce matin, on a eu un problème en production. On a dû regarder s'il y avait beaucoup de monde sur notre plateforme, et donc non, il n'y en a pas beaucoup, donc on peut mettre en prod là tout de suite. Allez, vite. Parfois on a vraiment une boucle d'une journée seulement. Parfois même ça se réduit encore moins, mais à la base c'est 2 semaines pour une feature. C'est ce que ça prend en général, parfois plus longtemps, parfois moins longtemps, mais voilà. Oui. Alors chez nous, on travaille avec des sprints de 1 semaine, peu importe la taille de la fonctionnalité à mettre en production. Parce qu'en fait, on a un certain nombre de stories à faire durant la semaine. Et en fait, plutôt que de faire une release à la fin de chaque sprint, par exemple, comme le font plusieurs entreprises, je mets en prod en fait, au fur et à mesure que les fonctionnalités sont terminées. Donc, on fait une stories. Si la fonctionnalité a 10 stories, on fait ces 10 stories sur une branche à part, si on utilise Git, par exemple. Et dès qu'elle a été resetée et validée par l'équipe digitale, on met en prod immédiatement. Et
Quand je suis arrivée, on faisait environ 1 à 2 mises en prod par mois. Et maintenant, c'est plutôt 2 à 3 mises en prod par semaine. Voilà. Chez nous, c'est un peu différent parce qu'on travaille avec beaucoup de clients et donc du coup, finalement, on a plein de sites à gérer et à maintenir. Donc comme Catherine, on est sur des itérations d'une semaine. Il y a certaines features demandées par des clients qui vont prendre un peu plus de temps. Mais, et donc, en fait, finalement, moi, je dois jongler entre la feature qui va sur telle branche de tel client et celle qui va s'appliquer sur toutes les apps qu'on va gérer. Et du coup, par contre, là, en termes de déploiement, il faut que je maintienne 15 applications. Du coup, parfois, je fais pas des mises en prod de mes fonctionnalités toutes les semaines, quoi. Ça peut prendre 15 à 3 semaines avant d'avoir la feature sur toutes les apps. Voilà. Merci. Ça me fait penser aussi à, en fait, sur mon expérience personnelle chez Deezer. On a des cycles de 3 semaines pour nos applications mobiles et sur web, ça a toujours été, comme c'est le départ initial en fait, de l'entreprise, sur web, ça a toujours été un petit peu plus chaotique. Donc en fait, on fait des mises en production dès que c'est prêt sur web. Voilà. Donc il y en a plusieurs fois par jour. Et récemment, on s'est dit, bon, ça y est, on a atteint une taille quand même assez importante. On a une équipe tech et produit qui contient plus d'une centaine de personnes. Donc, on s'est dit, il est temps de s'organiser aussi sur le web. Donc, on a décidé de passer sur des cycles de release et seulement d'en faire une fois par jour le midi. Ça, c'était l'intention. Le premier jour où on a mis ça en application, on a passé le plus gros bug en production de l'histoire de Deezer avec le site qui tombe. À cause d'une requête trop gourmande sur une partie data. Donc évidemment, on a fait un rollback et on s'est dit, bon, on va peut-être s'organiser plus tard. Donc voilà, principe de réalité, comme souvent, mais justement, il n'y a pas un process qui marche et justement, c'est à chacun de trouver la solution. Et comme justement, ça peut être parfois assez chaotique, quel conseil vous donneriez à quelqu'un, donc conseil technique ou conseil d'organisation, et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaiterait se lancer demain dans une start-up ou dans un projet technique? Dans le code ou en tant que... sur la technique c'est de ne pas hésiter en fait, c'est de ne pas avoir peur d'aller vers le code et d'aller vers la technique. Je pense que c'est un milieu qui a l'air assez obscur et en fait ça ne l'est pas du tout. C'est quand même quelque chose qui est très logique. Pour vous donner un petit exemple, c'est que moi j'ai quand même fait des études de lettres modernes et du coup les maths, on dit souvent, ouais, moi j'aime pas les maths, je vais pas faire de langage, je vais pas faire de code, quoi. Et la preuve en est que c'est important d'avoir des concepts de maths et je sais que je dois progresser en algorithmie ou sur ce genre d'abstraction, mais ça n'empêche pas de commencer et de développer. Donc déjà, ça c'est hyper important. Et puis en plus, c'est un métier, on l'a tout dit, c'est un métier hyper créatif en fait. Parce que, je pense que Marina l'a très bien dit, c'est un métier où on crée tous les jours, où on ajoute de la valeur à quelque chose. Et ça, je ne l'avais pas forcément dans mes autres métiers. Donc le concept d'itération et d'ajouter de la valeur, ça c'est vraiment, vraiment chouette. Pareil, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais... voilà, donc hésitez, si vous avez un peu peur de la technique en disant genre c'est pas pour moi, ça me fait peur et tout, faut pas hésiter. Il y a plein de petits trucs sur le net qui peuvent vous donner envie. Moi j'ai commencé avec du WordPress, voilà, mais après j'ai fait un peu de Codecademy. De toute façon, pour faire le wagon, il faut faire du Codecademy, donc sur Ruby et tout. Et il faut vraiment pas hésiter à se lancer, quoi. Si c'est un conseil. Donc pour revenir un peu aussi sur le sujet de la conférence Innover par le code, déjà si vous êtes intéressé par le code, c'est que vous avez tous
Soit vous avez une frustration par rapport au fait de ne pas comprendre sur le plan technique. Vous étiez dans ma situation, dans votre milieu professionnel ou autre, vous êtes retrouvé dans une situation où vous aviez besoin de plus de technique et vous étiez en fait dans l'incapacité de faire quelque chose. Soit vous avez une curiosité naturelle pour ce domaine-là, et dans tous les cas, donc si vous êtes dans la position de vous lancer et d'apprendre le code, la première chose à vous dire, c'est que c'est comme en fait n'importe quel domaine vous allez apprendre au début. Ça va être douloureux, votre courbe d'apprentissage, elle va être plus ou moins rapide selon vos capacités, mais surtout selon vous allez avoir des moments où vous allez être moins motivé que d'autres, et c'est vraiment comme n'importe quel domaine en fait dans lequel vous allez rentrer. Et on a tendance à penser que les barrières à l'entrée sont très, très hautes et très élevées, alors qu'en fait non. Après, il s'agit de trouver les bons outils pour savoir où commencer et avoir la bonne source d'information. Et dans ce cas-là, avoir fait la formation au wagon, en fait, c'était comme prendre un énorme raccourci, parce qu'on va vous donner déjà, on va vous configurer votre ordinateur pour que vous ayez vraiment le moyen de progresser plus rapidement. Et donc, si ça vous intéresse, je peux d'ailleurs vous recommander certains outils pour commencer. Je ne sais pas si... Ok, d'accord. La première plateforme qui est assez connue pour commencer, ça s'appelle Codecademy. C'est une plateforme qui est lancée depuis quelques années, et le programme est vraiment très bien. Pour démarrer, c'est vraiment génial parce que c'est très... c'est vraiment... la façon dont ils enseignent est très pédagogue, on vous prend par la main, pas à pas, et ça va être une introduction en fait. Codecademy, c'est une introduction pour commencer. Et déjà, si vous arrivez à faire de vous-même les différents parcours qu'ils proposent, sachant qu'ils sont très bien référencés et c'est par catégorie, je pense que c'est déjà un très bon début, et vous allez voir dès le commencement si vous avez une bonne affinité avec ça ou pas. Ensuite, quand il s'agit d'approfondir, c'est là que ça devient compliqué. Et il y a différentes façons de se lancer dans ces cas-là. Faire des formations bootcamp comme Sonia, Marina et moi avons fait. Ou alors se rediriger dans son parcours, choisir une formation plus technique. Donc là, c'est à ce moment-là que commence c'est un peu le véritable combat qui commence. Mais toujours est-il que le code, si jamais vous êtes plein d'idées, bouillant, et que la plupart du temps vous avez cette frustration de ne pas réussir à avancer, c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre en place finalement les idées innovantes que vous avez, ou pas innovantes d'ailleurs, mais en tout cas de les réaliser de façon concrète, de pouvoir les partager facilement. Et surtout, c'est un domaine et une matière dans laquelle la progression et le rythme d'innovation est très rapide. Vous avez des nouvelles technologies qui sortent en permanence, et ça va vous pousser à vous intéresser à énormément de choses, à développer une culture tech que vous n'auriez pas forcément eu sans ça, et finalement vous allez avoir des répercussions sur tous les autres, quelque part toutes vos autres compétences. En fait, ça va vous donner une certaine rigueur aussi dans votre travail, parce que on peut pas coder mal, c'est pas vraiment possible, dans la mesure où sinon votre produit ne fonctionne pas. Donc vous avez pour que ça marche, il faut que ça soit bien écrit. Et donc ça va en fait avoir énormément de répercussions positives sur tous les autres aspects et sur votre sur votre curiosité intellectuelle aussi. C'est vraiment un boost pour le reste. Et voilà, je pense que j'ai terminé. Je suis complètement d'accord. Ouais, moi effectivement, je vais reprendre tes points. C'est important certainement de commencer avec des choses relativement simples quand on commence le code. Après, il y a plein de ressources très différentes, que ce soit des formations comme le wagon, que ce soit des sites de cours, d'exercices, des sites où il y a de l'apprentissage par de la gamification. Moi, je
J'ai mon fils qui fait de temps en temps du code sur un site qui s'appelle Code Combat. Vous connaissez, enfin, peut-être, c'est un jeu. En fait, c'est un jeu, c'est un RPG où il faut faire avancer son héros en tapant des lignes de code. Voilà, il a 9 ans, ça lui plaît beaucoup. Faut effectivement être très très curieux. En fait, il faut construire sa culture générale. Non pas de geek, il ne s'agit pas de faire pizza Star Wars. Il s'agit de construire sa culture générale sur les technos, sur les bonnes pratiques de code, etc. Pareil, il y a plein d'événements, il y a plein de groupes type, je sais pas moi, enfin de meet-up, etc. Pour ça. Il faut aller voir des conférences, il faut participer à des hands-on quand vous en avez l'occasion pour connaître, enfin pour appréhender une techno particulière. Rajouterais que c'est toujours intéressant de travailler, si ce n'est en groupe, mais au moins en binôme. Il ne s'agit pas dès qu'on a un problème, poser la question à quelqu'un pour avoir la solution. C'est important de chercher par soi-même. Mais en particulier quand on commence en développement, on se mange des murs. Des choses qu'on ne sait pas résoudre, qu'on a du mal à résoudre, c'est intéressant de chercher à les résoudre avec quelqu'un d'autre. Des fois, juste en posant la question, on s'aperçoit que ah tiens machin, j'ai fait ça comme ça, j'aurais peut-être pas dû, ou de simplement relire le code d'autres personnes aussi, c'est toujours intéressant. Je suis complètement d'accord avec toutes les trois. D'ailleurs, Laure vient de dire que pizza et Star Wars, c'est pas indispensable. Si, c'est indispensable si on travaille dans une équipe. Mon équipe à moi, je suis la seule fille. Donc, je suis un peu obligée de boire de la bière et tout. Ça, c'est un challenge. J'aime pas trop à la base. Et à part ça, ce que je voulais dire, en fait, il faut pas avoir peur de commencer. Le pire, ce qui peut arriver, c'est que vous n'allez pas aimer. Ou ce que vous n'allez pas y arriver, et même si vous n'y arrivez pas, ça ne va pas être inutile parce que vous allez bien comprendre comment ça marche, et même si vous n'allez pas coder Google, bon, vous n'allez peut-être pas coder Google de toute façon, parce qu'il a déjà été codé, donc même si ça n'arrive pas, ça sert quand même toujours de comprendre comment les choses marchent sur Internet. En tout cas, les bases de HTML, c'est toujours utile. C'est peut-être le premier track sur Codecademy que ça serait bien de faire. Et si vous n'aimez pas une techno, il y en a toujours d'autres. Donc c'est ça qui est aussi très très bien dans le code, c'est qu'il y a vraiment une multitude d'options à choisir. Voilà. Et il faut juste regarder ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Ok. Moi, j'ai appris comme ça et j'essaye de faire apprendre à mes développeurs d'apprendre de la même façon. Alors nous, on travaille surtout avec des frameworks, donc on a accès généralement au code source. Et c'est très bien d'aller sur les sites et lire les cours, faire les tutoriels et ainsi de suite. Mais je trouve qu'on apprend le plus de choses en regardant directement dans le code source pour regarder comment les frameworks fonctionnent. Et c'est de cette façon que j'ai appris la plupart des choses que je sais, en tout cas dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui. Et autre point, ce dont j'avais le plus peur en devenant CTO chez Smart Angels, c'est que déjà s'il y a un bug sur le site, c'est ma responsabilité. Mais il ne faut quand même pas avoir peur de se lancer, parce que c'est en faisant des fautes, que ce soit dans le code ou dans le management ou autre, qu'on apprend le plus et qu'on retient le plus les leçons. Voilà. Un framework, la façon dont je l'expliquerai, c'est que donc on peut avoir des frameworks dans divers langages. C'est drôle. Okay. Moi, je travaille avec le framework Symfony. C'est une façon de structurer le code, de forcer le développeur à structurer de façon propre son code. Par exemple, le framework Symfony, il utilise le système MVC, donc Model View Controller. Il l'oblige à séparer son code
qui parle à la database dans la partie modèle, son code qui est surtout pour structurer la partie visuelle du site dans la partie view, et la partie qui relie les deux dans la partie contrôleur. Donc en parlant de propreté du code, il faut, quand on arrive sur un projet qui a 4 ans ou qu'on arrive sur un projet qui a que 2 mois, il faut être nazi de la propreté et que ce soit de la norme dans la façon dont on écrit une code ou dans l'architecture globale. Parce que je suis arrivée plusieurs fois dans des projets qui ne respectaient aucune norme, aucune règle, et c'était l'horreur à continuer. Voilà. Justement, sur cette question de solutions techniques, pour quelqu'un qui commence tout juste et qui se demande justement parmi les milliers de frameworks et de technologies qui existent, est-ce que vous avez un conseil sur certaines technologies ou sur comment faire ses choix? On va prêcher chacun pour notre église. Non, il y a quelques langages. En tout cas, en web, il y a 3 langages. Il y a PHP avec des frameworks Symfony et Zen, c'est ça, hein, je ne connais pas du tout. Donc voilà, vous avez aussi Python et frameworks Django, et vous avez Ruby avec un framework qui s'appelle Rails. Le choix, il est vôtre. Si on parle, au wagon, en tout cas, on apprend Ruby on Rails parce que c'est un langage qui est assez propre, élégant et qui se lit assez facilement. Après, à chaque technologie a ses avantages et ses défauts. Alors vous allez entendre beaucoup de conseils très différents si vous vous renseignez beaucoup sur la question. Mon premier conseil, c'est ne vous perdez pas, parce que la documentation sur Internet est très très riche, mais parfois même trop riche pour quelqu'un qui... en fait, on a l'impression que c'est la jungle. Et défricher tout ça et savoir mais où est-ce que je commence. Alors vous allez tomber sur 10 articles différents de gens qui ont commencé et qui vont vous dire alors moi j'ai commencé par faire ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Il y a les gens qui vont vous dire alors moi j'ai commencé par le C parce que je voulais démarrer à la base et puis finalement après j'ai appris ça mais je savais pas comment. Enfin vous allez avoir énormément d'informations. Donc choisissez en fait. Mon conseil c'est choisissez un langage et essayez de l'apprendre jusqu'au bout. Quitte à traîner un espèce de mastodonte et à pleurer tellement c'est dur, au moins essayez n'abandonnez pas en cours de route. En fait, apprendre la programmation, c'est pas non plus quelque chose de inné et très facile, donc ça sera de toute façon compliqué, donc au bout d'un certain moment en tout cas. Donc mon conseil, ça serait, si vous commencez, même ne serait-ce que par développer, à travailler sur des langages pour créer des applications. Si vous commencez sur Swift, par exemple, ou sur le langage Android, vous essayez au moins à la fin d'arriver avec un produit. Même une application, ne serait-ce que faire ce qu'on fait beaucoup, en tout cas ce qu'on faisait au wagon pour s'entraîner au début sur le langage, c'était faire des to-do list. Parce qu'en fait, c'est un produit qui va vous demander de faire des actions qu'on va retrouver dans tout un panel de services et de produits que vous allez développer ensuite. Parce que vous allez avoir le fait de créer quelque chose, le fait de le supprimer et ce qu'on appelle, et le fait de changer la valeur, donc update. Et vous avez des actions comme ça principales et vous allez apprendre ce que c'est un modèle de données simple et des actions simples. Donc commencez et ne fixez pas la barre trop haute en vous disant je vais développer Airbnb. Dites-vous je vais commencer par un produit très simple. Donc l'exemple de la to-do list, c'est souvent aussi l'exemple qui est pris dans les tutoriels. Après, selon vos affinités aussi, si c'est très verbeux ou plus ou moins documenté, vous allez aimer, ou alors il y a aussi des gens qui apprennent plus vite en pratiquant et en écrivant et en essayant tout seul, et au bout d'un moment, ça arrive, le résultat sort et c'est ce que vous attendez. Donc tout dépend aussi de votre façon d'apprendre. Mais voilà, moi je vous recommanderais de commencer par un produit très simple et surtout de mener votre projet à bout.
Et n'hésitez pas à demander de l'aide et c'est comme ça que vous avancerez aussi, même sur les forums, etc. Si votre question vous paraît profondément idiote, elle n'est jamais idiote et de toute façon, les gens se la sont forcément déjà posée. Alors, je dirais juste que apprendre un langage informatique, c'est un peu comme apprendre une langue. Et peu importe enfin, je dirais, je vais pas revenir sur le choix initial d'un premier langage, mais c'est vrai que c'est important d'atteindre un certain niveau dans un langage donné. Ça aide pour la suite. Quand on apprend une langue, voilà, on essaye d'apprendre bien une première langue et ça aide après à apprendre une deuxième langue plus facilement. C'est pareil, c'est effectivement pareil pour la programmation. Et parce que je vois souvent des développeurs, quand ils ont appris un langage, ils sont super contents, ils s'y tiennent et ils veulent pas tellement voir d'autres langages de programmation. C'est aussi important d'être curieux et d'apprendre plusieurs langages de programmation au fil du temps. Pas au tout début, mais voilà. Je pense que programmer, c'est aussi savoir changer de contexte techno. Alors moi, je suis à la fois d'accord et pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, dans le sens que je crois que là, en ce moment, il y a un langage qu'il faut apprendre absolument, qui devient vraiment à la mode et qui est utilisé vraiment presque dans tous les projets, qui est JavaScript. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut commencer à apprendre, peut-être pas dès le début, mais en tout cas, ça sert beaucoup, parce que pour le front et autant pour le back, maintenant, ça commence à être vraiment utile. Donc ça sert, même si vous n'allez pas vraiment tout coder en JavaScript, c'est quand même pas inutile. Puis pour tout ce qui est syntaxe, JavaScript, c'est pas les plus sympas à apprendre. Là maintenant, je commence le Python, par exemple, et ça me paraît très bien. Ruby, qu'on a appris au wagon, est génial. PHP, j'ai regardé brièvement. Ça m'a pas trop plu. Je suis désolée, Catherine. Ça a l'air ça a l'air très puissant, mais plus compliqué à aborder si on commence. Donc moi, je pense que ce qui est vraiment utile, c'est de regarder ce qui vous plaît au niveau syntaxe, parce que mettre les points-virgules partout, c'est pas toujours très très agréable. Et puis, ce qui est aussi très important, c'est de ne pas reprendre les langages et les frameworks qui sont très récents, parce que la communauté sur Internet n'a pas encore eu le temps pour poster à cette solution qu'on va pouvoir réutiliser par la suite. Donc ce qui est bien, c'est de prendre quelque chose de bien établi pour pouvoir se servir de tout ce qui a déjà été fait dans le langage, notamment Ruby et Python, c'est très bien pour ça, parce que les communautés sont vraiment très très actives. Voilà. Beaucoup de choses ont déjà été dites et je suis globalement d'accord avec elles. À Iptech, on a commencé par faire plusieurs années de développement en C, ce que je ne regrette pas du tout, parce que ça m'a permis de comprendre comment on pouvait gérer la mémoire dans l'ordinateur, comment d'autres langages qui ont souvent été développés en C gèrent la mémoire derrière. Et donc tout ce que j'ai à dire, c'est que c'était une très bonne manière pour moi d'apprendre et comment fonctionne un ordinateur et comment fonctionnent quasiment tous les langages qui ont été développés avec ce langage. Donc c'était une très bonne base pour moi. Après, les langages que j'ai appris par la suite ont été relativement faciles à apprendre, justement parce que je pouvais je pouvais deviner comment elles avaient été codées elles-mêmes en C. Voilà. Et à l'inverse, là, vous avez donné pas mal de conseils. Est-ce que vous avez aussi des pièges à éviter ? Moi, j'ai fait une semaine de TIE au wagon, ce qui est l'assistant du professeur, et j'ai remarqué que les gens qui ont un peu du mal avec le code, c'est les gens qui ne sont pas très à l'aise avec l'anglais. Donc ça, c'est vraiment très très important
de pouvoir lire, pour pouvoir lire les docs, c'est de pouvoir lire en anglais. Ça, c'est vraiment crucial. Parce que sinon, on ne comprend pas comment les choses sont codées, comment les utiliser. Voilà. Ça, c'est pas vraiment lié au code, mais c'est quelque chose qui est un prérequis assez important, je trouve, avant de commencer. Alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de piège, dans le sens où, une fois, on va dire qu'on a choisi une techno qui correspond à peu près quand même aux besoins qu'on a. On peut avoir des échecs, des choses qui ne marchent pas, etc. C'est toujours intéressant pour l'apprentissage. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au début, on a des après-midi qu'on passe sur des bouts de code où on n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas. Mais voilà, on arrive toujours à en sortir par le haut, à apprendre des choses. Et voilà, et si on n'a pas choisi la bonne lib à un moment donné, et ben au moins on sait qu'elle ne répond pas à ce besoin-là. On a acquis de l'expérience pour la suite. J'ai un piège en tête qui peut arriver relativement souvent, en tout cas à mon équipe, au début de l'année. C'est même si vous avez la pression du product owner ou la pression du directeur de l'entreprise, et même si il est très urgent de mettre cette feature en place, n'oubliez pas de mettre en place les tests automatiques et de les lancer avant de mettre en prod. Généralement, c'est une excellente idée, même si vous avez besoin que la feature soit en place dans les 5 minutes. Il vaut mieux avoir 10 minutes de retard que de mettre en place la feature à temps et de se retrouver avec une erreur 500 ou une erreur 404 avec 3000 personnes sur le site internet. Voilà. Ne soyez pas effrayés. Enfin, là, c'est plus un conseil qu'un piège, encore une fois. Mais ne soyez pas effrayés. Il ne faut pas avoir peur. Donc, c'est normal en fait, au début, en plus, le code, c'est assez mystique. L'approche, en général, quand on voit un développeur coder, on a l'impression que c'est de la magie et qu'il fait des choses incroyables. Mais n'ayez pas peur de vous lancer. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça va revenir. Pardon. Ouais, ça y est, j'ai trouvé des pièges. Déjà, surtout, je rejoins Catherine, pas forcément sur les tests. Je suis tout à fait d'accord avec elle sur le fait qu'il faille tester. Je pense que c'est un des trucs les plus importants en code. Mais sur le fait d'être sous pression parfois par rapport au product owner qui va dire genre il faut absolument que ça sorte, il faut absolument que tu me fasses ci, que tu me fasses ça. C'est pas hésiter à prendre du temps pour se poser, écrire les specs et surtout voir toutes les implications de cet ajout de fonctionnalités. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et ne serait-ce que cet après-midi où j'ai mis quelque chose en prod et en fait, ça a impacté une autre partie de code qui fait que y avait un truc qui marchait plus et tout ça parce que on a été un peu pressé par le client, un peu pressé par tout le monde. Et donc, du coup, le fait de parfois se poser et se dire genre ce que j'ajoute là, ça va impacter tel et tel modèle, ça c'est hyper important. Et l'autre chose aussi, c'est sur la courbe de progression. Parfois, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire j'apprends pas assez vite. Je vois mon collègue à côté, il code en 5 minutes, ce que je prends 3 jours à coder. Il faut que j'aille plus vite, il faut que j'aille plus vite. En fait, le cerveau humain est assez bien fait. Tout ce que vous apprenez en fait n'est pas perdu et ça reste dans un coin de votre esprit et en fait même quand vous n'avez pas l'impression d'apprendre, c'est vraiment comme une langue en fait. C'est-à-dire que vous allez atteindre des plateaux où en fait tout ce que vous avez appris dans votre progression, ça va maturer et après vous allez pouvoir repartir en mettant vraiment les bases quoi. Donc ça c'est un concept dingue que j'ai trouvé dans le code et j'en avais un autre mais c'est pas grave. T'as retrouvé ton truc ? Mais en fait, les conseils et les pièges à éviter, c'est, en tout cas pour celui de Sonia, le premier, ça s'est appliqué dans le cas où vous êtes déjà en train de travailler. Donc déjà, j'aimerais savoir
combien sont développeurs dans cette salle? Combien travaillent dans la tech? Ok, et donc tout le reste, vous avez jamais codé et vous souhaitez commencer, j'imagine. Oui? Ok, d'accord, ça marche. Bah, donc voilà, vous avez donc des pièges à éviter quand vous êtes dans le cadre d'une équipe et que vous êtes déjà en train de travailler. Comme l'a dit, les tests, typiquement, savoir tester son code, etc. au bon moment, tout ça c'est important. Et c'est vrai que le deuxième conseil de Sonia sur la marge de progression et le fait que parfois vous aurez l'impression que vous n'avez pas eu le temps d'assimiler les connaissances, mais il faut juste que ça prend du temps, donc un peu de maturation est nécessaire. Voilà, donc en tout cas au démarrage, c'est encore une fois, je vais me répéter, mais c'est apprendre le code, ça va prendre du temps et ne sacrifier. Enfin, dans la plupart des choses qu'on apprend, ça va être parfois c'est très rapide, mais là c'est quelque chose qui demande de la maturation et un investissement personnel important et de la patience. Donc soyez patient et le piège à éviter aussi, c'est se lancer trop rapidement. Disons, pas trop rapidement, mais être trop précipité dans ce que vous faites et être frustré de ne pas avoir de retour immédiat, alors que non, ça va prendre un certain temps avant que vous ayez les compétences qui soient assises et que vous ayez vraiment l'impression de progresser. Alors après, s'il y a un piège à éviter, là, en me remémorant, c'est de penser tout de suite trop compliqué. Vous avez peut-être déjà entendu Keep it simple, stupid. Ah. Voilà. Donc quand on réfléchit à son site, à ses fonctionnalités, mais même ça reste, dès qu'on pense la fonctionnalité, pensez à un truc qui répond aux besoins là, maintenant, tout de suite, et qu'on pourra faire évoluer par la suite. Pensez pas tout de suite qu'on va avoir 3 millions d'utilisateurs sur son site, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions dans l'Assemblée. Allez-y. Non, mais ce qui sous-entendrait qu'il y a des technologies à éviter dans le propos, ou je me trompe. Merci. Il y a des langages qui vont être plus ou moins adaptés à certains secteurs. Est-ce que tel ou tel langage est adapté à ce que je veux faire, à ce qui m'intéresse dans la vie? Et ensuite, on a tous des philosophies. Quelqu'un a dit je crois que c'est toi qui t'as dit que tu n'aimais pas les points-virgules. Il y a des langages qui virent les points-virgules. Bon, ok. Voilà. Et dans ce cas-là, choisir un langage qui dégage les points-virgules. Bon, ça existe, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a pléthore de langages et donc on peut choisir dans ce genre de choses, quoi. On a parlé de plein de choses, si ce n'est cette particularité incroyable qu'est l'informatique, sur lequel on peut se permettre de faire des choix pour nous, parce qu'on n'a pas besoin de s'adapter au secteur. Il y a tellement de demandes que de toute façon, c'est le secteur qui s'adapte à nous. Donc c'est extrêmement important, je pense. Voilà, c'était juste mes 2 centimes.
Bonjour, merci beaucoup. Ça concerne plus les 3 qui ont fait la formation du wagon. Dans quelle mesure est-ce que vous considérez que vous êtes opérationnel pour un poste à la fin de votre formation qui est que de 9 semaines? Il y en a des qui font des formations de plusieurs années et donc du coup pour avoir un ordre de comparaison et par rapport à votre expérience. Alors la formation du wagon est orientée, donc est bien structurée dans la mesure où vous allez avoir vous allez aborder les langages comme par couche en fait. D'abord vous allez faire du Ruby, donc le langage de programmation pur, sans forcément tout comprendre, et ensuite vous rajoutez les couches successives jusqu'à ce qu'à la fin vous soyez capable de développer un produit dans son ensemble, un produit web. Donc c'est 9 semaines très intenses, et à la fin, à la sortie des 9 semaines, sachant que au wagon vous êtes quand même bien cocooné, si jamais vous avez un souci, vous avez des gens qui sont là aussi pour vous débloquer, donc vous avez un peu cette angoisse de se dire ok, après 9 semaines, qu'est-ce que je vaux, est-ce que je suis capable de m'en sortir tout seul? À ce moment-là, vous avez soit la possibilité de travailler en freelance, soit de rejoindre des groupes avec des équipes qui sont déjà établies. Et c'est là que vous allez, pour la première fois, vous confronter donc à la réalité du marché du travail et avoir une idée claire de ce que valent vos compétences. Parce qu'en fait, dans le milieu de l'informatique, donc il y a énormément de plaisir, et il y a aussi quelque chose de très sympathique qui est le fait que globalement, les gens s'en contrefoutent du diplôme que vous avez. Ce qui va compter, c'est votre expérience, votre fit avec l'équipe. Et enfin, en tout cas, je ne veux pas faire de généralité, je ne sais pas du tout pour les autres entreprises, mais de ce que j'ai retenu de mon expérience, c'est que voilà, les développeurs, que vous soyez d'une grande école ou d'une école toute pourrie, que vous n'ayez même pas votre bac, les gens s'en foutent. Donc ce qui va compter, c'est ça, c'est votre expérience et votre capacité d'apprentissage. Et ça, c'est très important en fait. Un développeur, donc le wagon va vous donner des structures et des méthodes en fait. Donc vous saurez, de toute façon, vous saurez jamais tout, parce que la technologie évolue tellement rapidement et il y a tellement de choses que vous saurez jamais tout. La plupart du temps, c'est de la recherche. Vous allez faire de la recherche dans la documentation. Et donc, pour revenir à ce que je disais, en fait, ce qui compte énormément, c'est le fait que vous soyez capable d'apprendre et que vous ne soyez pas réfractaire à l'apprentissage et que vous soyez en capacité d'apprendre les choses à votre rythme. Et il faut que ça soit un rythme qui convienne quand même à l'entreprise pour laquelle vous allez travailler. Mais c'est ça qui est vraiment important. Et c'est apprendre des bonnes méthodes et les mettre en application. Donc c'est ça qui va compter en fait. C'est pas forcément que vous soyez un pro du C, que vous soyez un pro de l'algorithmie, que vous soyez capable de développer des programmes d'intelligence artificielle. C'est pas ça qui compte. C'est vraiment à quel rythme vous allez pouvoir progresser et est-ce que ça va être un rythme suffisant pour les besoins de votre entreprise. Mais en tout cas, à la sortie de la formation, vous êtes productif et vous êtes capable de produire du code. Et ensuite, moi, je conseille aux gens qui font cette formation-là d'aller sur le marché du travail ensuite et de travailler avec des gens bien plus expérimentés. Alors forcément, on est modeste, hein, parce que quand vous vous retrouvez dans une équipe de développeurs qui travaillent depuis 10 ans, oui, ils vont rigoler en voyant votre code. Donc il faut ravaler sa fierté, mais c'est là où vous avez vraiment des chances en tout cas d'avoir une courbe d'apprentissage exponentielle et d'apprendre plus rapidement que si vous n'étiez pas épaulé par des mentors. Moi, en sortant du wagon, j'ai eu à peu près une dizaine d'entretiens. Et dans ces 10 entretiens, j'en ai eu juste un seul, où on m'a demandé les différences entre des différents types de serveurs, ce qui est quelque chose qui est clairement pas abordé au sein du wagon. En fait, tout ce qui est développement web pur, tout ce qui est Ruby, Rails, les frameworks et le langage pur, le wagon, ça va vous les apprendre très bien. Là, on est en train de faire de la pub du wagon, désolé, mais c'est comme ça. Tandis que tout ce qui est vraiment très très technique, quand on va vous demander je sais pas, j'ai pas d'exemple là comme ça parce que c'est pas quelque chose que je sais faire, mais il y a des questions techniques qu'on va clairement pas pouvoir résoudre en sortant du wagon. En tout cas, pas là tout de suite comme ça.
intelligence artificielle, machine learning, c'est pas des questions qui sont abordées au wagon. Mais tout ce qui est développement web pur, les sites et les plateformes relativement basiques, il n'y a pas de problème, je crois. Moi, juste après le wagon, j'ai pris la décision de faire un stage de 6 mois pour compléter la formation dans une équipe de développement, de développeurs un peu comme Alice, quoi. Ça m'a pas empêché de prendre 3 mois pour bien connaître la plateforme et voir les problèmes. Mais au bout de 3 mois de stage, je pense que j'étais assez utile à mon entreprise, quoi. En fait, c'est vraiment comme le dit Alice, le wagon, ça vous offre aussi la possibilité de comprendre très vite les bonnes pratiques du développement. Après, je sais pas du tout comment ça se passe en école, mais apprendre le Git flow, faire du code review, apprendre juste même Git. C'est quelque chose qu'on fait aussi au wagon, en fait, tout ce qui est bonne pratique, donc ça c'est aussi hyper intéressant. Et ouais, période de formation supplémentaire en stage, en travaillant sur des apps avec, moi mon app elle a 4 ans d'existence, une grosse dette technique et plein d'utilisateurs et tout, et ça fait partie de ma formation, ouais. Ouais. Par contre, juste finir, pour rentrer dans cette boîte, on m'a pas prise parce que j'étais sympa. On m'a fait passer un test, on m'a fait passer un entretien, et je pense que c'est pareil pour Alice et Marina, quoi. Quand on va sur un job, ce qui est important, c'est est-ce qu'on réussit le test qu'on nous file. Voilà. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour partager vos expériences. Ma question, c'est intimidant. Ma question s'adresse plutôt du coup pas à ceux qui ont fait le wagon, mais à celles d'entre vous qui managent des équipes. Je trouve qu'on a tous un peu dit ici, ce qui est particulièrement fascinant avec le code, c'est la notion d'apprentissage et le fait de toujours apprendre et d'avoir tant de ressources. Je trouve fascinant et quelque part, dans mon expérience personnelle, j'ai un peu un plaisir coupable à passer mon temps à apprendre. Et ma question, c'est ça, comment vous arbitrez le temps de l'apprentissage et le temps de la productivité, et surtout quand vous managez des équipes? Alors, bon, depuis que je suis CTO, je dois avouer que le code, ça me manque. Mais je passe quand même pas mal de temps je dirais 50% de mon temps actuellement, vu que j'ai une très petite équipe, est passé à former mes développeurs au fur et à mesure des features qui sont mis en place. Donc après, on ne va pas passer 2 jours à apprendre comment faire un petit formulaire pour s'inscrire sur le site, mais on essaye d'être pragmatique. C'est-à-dire, je vais passer assez de temps avec eux pour qu'ils apprennent des nouvelles choses, tout en choisissant pas forcément la méthode la plus propre, la plus sophistiquée, tout en... c'est difficile à répondre en fait, mais ouais, c'est tout dans le pragmatisme. Il faut choisir une solution propre et rapide à mettre en place, sans pour autant rentrer dans les détails pour savoir si dans 10 ans, on aura besoin de 50 champs en plus et un formulaire multi-étapes pour ce même formulaire. Mais il faut quand même passer un peu de temps à former soi-même ou la personne pour chaque feature. Ça répond à la question? Okay. Alors, chez Liti, alors faut se dire que voilà, une équipe de développement, son but premier, c'est pas l'apprentissage, c'est bien la production d'un logiciel. Maintenant, vous connaissez peut-être cette conversation fictive entre un CEO et un CFO. Le CFO qui dit mais qu'est-ce qui se passe si on forme les gens et qu'ils s'en vont? Et le CEO qui répond mais qu'est-ce qui se passe si on les forme pas et qu'ils restent? Donc c'est important pour l'entreprise que les gens progressent. En particulier effectivement les développeurs, parce que on est dans un domaine où il faut rester à la page, je dirais.
Voilà, maintenant, voilà. Je sais que chez Litchi, ce qu'on fait, c'est que on organise un peu même pas la formation. Voilà, les développeurs, dans leur emploi du temps, ça reste pas mal de formation. Ils peuvent, à côté, évidemment, participer, enfin, lire des articles, participer à des meet-up, tout ce qu'ils veulent. On a des moments précis, je sais pas, on fait quelques heures, enfin, on a un rendez-vous par mois de partage de connaissances dans l'équipe, où les gens peuvent arriver pour faire un cours sur une techno. On a fait des fois un kata, un retour d'expérience sur une utilisation de quelque chose, voilà, ce genre de choses. Et après, on envoie régulièrement des développeurs dans des conférences pour se former et raconter aux autres ce qu'ils ont les conférences auxquelles ils ont participé. Bonsoir. Ce qu'il me semble, c'est que vous êtes plutôt dans la première partie de votre carrière à l'heure actuelle, enfin, à différents stades, j'imagine. Et j'aimerais savoir comment vous imaginez la deuxième partie ou la suite de votre carrière, je ne sais pas, la prochaine grande étape, notamment dans le domaine du développement. Question qui, du reste, pour moi, n'est pas totalement neutre, puisque j'ai la possibilité de proposer des postes qui permettent justement d'arriver sur cette deuxième partie de carrière. Pour l'instant, moi, je considère que je suis toujours en apprentissage et j'apprends énormément là où je suis. Et tant que je pense que tant que j'aurai à apprendre, je resterai avec mon équipe. Mais enfin, moi, j'ai eu plusieurs carrières avant, donc dire que je suis à ma première carrière, c'est un peu dur. Et ouais, je pense que l'évolution, elle se fait après plutôt sur un projet intéressant, sur une équipe, et ouais, c'est plus ça qui m'intéresse, avec la rémunération qui va avec. Quelqu'un d'intéressant, je ne me souviens plus le nom, a dit que nos générations allaient être amenées à changer 7 à 8 fois de travail, de profession durant toute leur carrière professionnelle. Donc c'est une question qui est... Enfin, c'est assez difficile de répondre, et je ne sais pas la façon dont envisagent les gens leur avenir professionnel, mais ma vision personnelle est très court-termiste, c'est-à-dire que je me projette à 6 mois. Après, ça dépend aussi beaucoup de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et souvent c'est ça qui va vous motiver sur le long terme, et sur le fait parce que c'est la capacité de l'entreprise à vous permettre de vous projeter dans votre métier. Si vous êtes dans une entreprise qui a énormément d'ambition et qui se projette à très long terme, et où vous avez un projet qui est vraiment stimulant, vous allez vouloir vous y investir totalement, et vous allez quelque part vous projeter. Enfin, personnellement, je me vois développeur dans 30 ans, mais je ne sais pas si dans 30 ans, je serai toujours là, et ensuite je serai développeur. Alors, le développement, c'est sympa aussi parce que les choix de carrière derrière sont assez vastes. On peut effectivement rester développeur, devenir expert dans un domaine. On peut avoir des rôles un peu plus transverses sur de l'architecture, par exemple. On peut, comme moi, passer un moment en particulier au management d'équipe. Moi-même, je suis chez Litchi actuellement, j'y suis très très bien, mais j'y resterai probablement pas 30 ans, et je ne sais pas si je vais pas retourner au développement un jour ou l'autre. Voilà. Moi, je vais bien entendre des propositions. Plus sérieusement, oui, je veux bien entendre les propositions, mais en fait, je pense à terme, vraiment, d'ici 5 ans, je me vois plutôt comme probablement créateur de
mon propre business à moi, quelque chose de digital, puisque c'est quand même sympa de pouvoir coder justement pour pouvoir réaliser ce que tu as envie de faire toi-même. Donc c'est aussi ça qui m'a beaucoup attiré dans le code, c'est que ça te permet vraiment de faire ce que tu veux et ne pas être dépendant de quelqu'un qui va le faire pour des milliers d'euros. Voilà, c'est juste la question d'économie. Alors, moi, j'ai que 25 ans, mais pour moi, dans ma tête, j'en suis déjà à ma deuxième phase de ma carrière. J'ai fait une courte carrière en tant que développeuse après mes études. J'ai fait 1 an et demi. Et donc maintenant, je pense plutôt en termes de phase de mon entreprise. Donc cette année, j'ai débuté avec une petite équipe pour m'apprendre à être CTO, on va dire. Maintenant, je pense plutôt à, par exemple, construire mon équipe. Donc d'ailleurs, j'embauche aussi, pour ceux qui sont intéressés. Tout de suite même, je suis en déche de développeur. Et voilà, donc jusque-là, j'ai eu une équipe entre 3 et 5 développeurs. Et d'ici la fin de l'année prochaine, j'espère en avoir une vingtaine. Voilà. Bonsoir. J'avais une petite question effectivement sur l'intérêt d'apprendre le code pour les gens qui ne veulent pas devenir développeurs. Et je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui se disent voilà, j'ai telle idée, je ne sais pas coder, soit je trouve une personne qui sait le faire avec qui je m'associe pour réaliser le projet, soit j'apprends par moi-même et comme ça je pourrais créer un premier produit que je pourrais montrer, etc. Je crois que c'est un profil qu'on retrouve pas mal au wagon justement. Alors je me dis ok, c'est une voie qui existe, mais bon, apprendre ça prend du temps. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, on fait pas autre chose. Et une fois qu'on a construit son premier produit, si on veut mener un projet, on n'aura peut-être pas forcément le temps de coder. Il faudra mener le projet, trouver des fonds, etc. Et du coup, le code, est-ce que ça nous aura beaucoup servi? D'autant plus que voilà, et d'autant plus qu'effectivement, comme vous le disiez, le code ça change très rapidement, et que si on ne pratique pas, j'imagine qu'on rouille un peu. Alors que bon, peut-être qu'on peut trouver un partenaire qui lui est un as du code, ou alors confier le développement de son produit à une agent, enfin à un des développeurs en payant 10 000 euros, ou enfin selon le projet, ou en payant, voilà, c'est ça. C'était ma question. Pour 2 raisons pour moi. La première, c'est juste savoir comment fonctionne un développeur. C'est un peu important. Parce ils sont quand même assez obtus sur certains points. Et puis moi je trouve que connaître en tout cas quand on est en phase d'amorçage, faire confiance à quelqu'un en qui vous remet, soit c'est un vrai partenaire et du coup il est vraiment très très investi dans le projet, soit c'est juste un prestataire et à ce moment-là il faut vraiment lui faire confiance. Donc savoir ce qu'il fait, pas vous faire enfler par rapport à ce qu'il va vous dire. Il va vous dire ça prend 15 jours à faire alors que ce que vous lui demandez ça prend 5 jours, c'est quand même pas mal. Et notion de traducteur quoi. Enfin je veux dire, moi quand j'ai fait le wagon, j'avais pas forcément l'idée de devenir développeur, c'est venu au fur et à mesure du temps, mais il y avait quelque chose qui m'intéressait, c'était de comprendre ce milieu pour pouvoir après, voilà, quand j'ai fait le wagon, j'allais me tourner vers un métier de product manager, donc, et à ce moment-là il faut absolument apprendre savoir comment fonctionne un développeur, soit vers le développement, et je pense que c'est hyper important de comprendre ce qui se passe derrière, qu'est-ce que c'est que la nécessité de tester. Moi j'ai été confrontée à des gens qui quand vous développez un truc comprennent pas qu'il faille mettre des tests derrière quoi. Et je pense que c'est important d'avoir cette culture là. C'est pas du temps perdu. On va encore faire la promo du wagon, mais 9 semaines dans une vie c'est vraiment pas grand chose et vous en sortez avec des clés de compréhension que vous aurez pas. Après il y a d'autres formations hein, mais que vous aurez pas en si peu de temps quoi. Juste pour... voilà, Sonia a très bien résumé. Être capable de communiquer avec quelqu'un qui est
beaucoup plus techniques que vous, c'est important. Et le nombre de fois où vous entendez des développeurs se plaindre de l'incapacité des commerciaux à comprendre ce qu'ils font et de leur incapacité à traduire leurs besoins de façon intelligible. Je pense que vous avez 1 million de blagues là-dessus qui résument assez bien ce problème-là. Et aussi pour revenir sur le plaisir, c'est super cool et fun de coder, et même des trucs complètement cons. Souvent vous vous marrez beaucoup, et vous pouvez encore une fois le partager de façon très rapide et très visible. Ça veut dire que même dans votre vie de tous les jours, vous allez vous coder des choses qui ne servent peut-être qu'à vous mais qui sont très marrantes en soi, et c'est un espace de créativité. Si demain vous avez une idée même débile d'un jeu ou de n'importe quoi, et vous voulez le partager de façon très rapide, et il y a des gens qui ont fait fortune comme ça, voilà, c'est génial de coder pour ça. On prend une dernière question, c'est pour vous. Bonsoir. Alors déjà merci de partager votre expérience avec nous. Moi j'ai suivi une formation un peu similaire à celle du wagon. Bon, elle était un peu plus longue, mais donc voilà, je l'ai suivie, j'en étais très contente, et bon après j'ai obtenu mon diplôme, j'étais très contente, donc voilà, tout allait bien. Sauf que quand il a fallu commencer à chercher du travail, je me suis heurtée à une difficulté. À chaque fois, on me disait qu'effectivement, mon profil est intéressant, mais que je n'ai pas d'expérience. Donc, je voudrais juste savoir, vous, qui avez fait donc la formation du wagon, comment vous avez fait, comment vous avez, oui, voilà, fait pour pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir trouver un premier emploi quand on est motivé, qu'on n'a pas une superbe expérience, mais qu'on a envie d'apprendre. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Quand on est issu d'une formation qui est quand même, il faut quand même le dire, qui est quand même relativement courte, voilà, on nous reproche, moi on m'a reproché donc d'avoir appris plein de choses, mais de ne pas être suffisamment technique sur des points bien précis. Et puis en plus, j'avais tout le temps l'impression qu'en fait, ce qu'on demande dans les offres d'emploi, ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai appris. Voilà. Donc, j'ai pas des petits conseils pour quand on cherche un premier emploi de développeur junior, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est pas hésiter. Moi, j'ai 32 ans et j'ai pas hésité à refaire un stage pendant 6 mois. Je sais que c'est parfois un peu dur et tout ça, mais c'est quand même hyper important. La deuxième chose, c'est se rapprocher d'une communauté, d'un langage en particulier. Moi, mon stage et maintenant mon CDI, je l'ai trouvé en allant à Paris RB, donc en rencontrant des gens. Voilà. La troisième chose, c'est de continuer à développer des projets. J'imagine que tu dois avoir un GitHub, donc continuer à développer des projets, parce que ça, en fait, finalement, les recruteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première chose, c'est même pas forcément aller voir ton LinkedIn, mais c'est aller voir ce que tu as sur ton GitHub et voir les projets que tu as fait et comment tu codes. Et puis surtout, je pense que Marina, elle va plus soyer, même quand tu as des offres où ils disent il faut 3 à 4 ans d'expérience, il ne faut pas hésiter à postuler, parce que en fait, on est dans un espèce de marché où il y a les seniors, en fait, ils passent très vite CTO. Peut-être que je dis des grosses bêtises, donc il faudra m'arrêter, mais les seniors passent CTO et sont très chers. Il y a très peu d'intermédiaires parce ils sont très chers, et donc du coup il faut essayer de trouver une équipe où il y a suffisamment de développeurs avec la volonté de former un junior, et ça ça se trouve, quoi. Voilà. Je sais pas si je réponds. Moi, je trouve que tu as très bien résumé les différents points. De rien. C'est bien, on se fait des compliments. Mais c'est vrai, savoir donc être réaliste sur le fait qu'on n'a pas le background technique de quelqu'un qui a fait une école d'informatique. Mais il n'empêche que mettre en avant la productivité, les bonnes pratiques, avoir un portfolio comme un designer ou peu importe, pouvoir montrer 2-3 projets concrets finis sur lesquels on a travaillé, c'est important.
Ne pas hésiter à taper dans des offres voilà, qui peuvent paraître plus quelque part trop élevées pour les compétences qu'on a. Et c'est vrai que Sonia l'a dit, le réseau, c'est comme dans tout monde professionnel, c'est en rencontrant des gens, en discutant avec eux, qu'on se rend compte qu'il y a des opportunités ou une opportunité d'emploi qui correspond bien à notre profil. Et donc voilà, discuter avec les gens, rejoindre les communautés, tous les meet-up Paris, en fonction du langage de programmation, il y en a différents, mais et savoir promouvoir aussi voilà, le fait que malgré le peu d'expérience, on est en capacité de progresser rapidement et on est productif. Et de toute façon, ça reste un boulot comme les autres. Il faut être rigoureux, respecter dans la mesure du possible les deadlines et après ça va être une question de fit, de personnalité et avec le produit. Et peut-être aussi au début ne pas être focus sur un secteur en particulier parce que en plus souvent quand on est développeur le produit final sur lequel vous travaillez, en tout cas quand on fait du code pur, je sais que voilà, Julie elle travaille donc pour Deezer, donc pour la musique ça la passionne, mais quand vous allez coder au début, le produit pur en soi peut ne pas vraiment vous intéresser, mais par contre le challenge technique peut être très très intéressant. Je rajouterais juste qu'effectivement il y a de la place dans les équipes de développement pour plein de raisons, pour des débutants, parce qu'effectivement, de toute façon, il y a une pénurie de développeurs, parce que une équipe, quand tu as une équipe, forcément, les gens, ils prennent de l'expérience et tout. Et tout le monde ne peut pas être développeur avec 10 ans d'expérience dans une équipe. Il faut des juniors pour qu'ils passation de connaissances et tout. Donc voilà, et effectivement, je rejoins ce que vous avez dit sur le fait qu'il faut... il faut tout le temps se former. Et je te dirais que chez Litchi, moi j'ai jamais les profils de développeurs que j'ai recrutés, je cherche pas vraiment des compétences, par exemple dans un langage de programmation donné, ça m'est jamais arrivé, mais plus une manière de réfléchir, comment dire, des capacités d'apprendre, voilà, de la rigueur, des choses comme ça. Moi, je voulais juste rajouter que ça serait pas mal si on vous dit ça à l'entretien, que vous n'avez pas assez d'expérience ou votre profil est très intéressant, mais on croit qu'on cherche quelqu'un de plus expérimenté. Vous pouvez toujours demander en test. Ils peuvent toujours tester ce que vous savez faire. Si vous demandez ça, je pense que personne ne va dire non. Et si vous réussissez le test, il n'y a pas de raison pour ne pas vous prendre. Donc ça c'est toujours une solution. Vous montrez vos projets et après, vous demandez de vous tester. Vous avez déjà donné beaucoup de bons conseils. Alors, je suis actuellement en période de recrutement et la chose que je fais le plus souvent, c'est pas du tout regarder le diplôme ou quoi que ce soit, ni la durée de développement de la personne. C'est plus, je cherche vraiment à voir du code qu'a fait la personne. C'est la première chose que je fais. Voilà. Voilà, merci à tous pour votre attention et merci à toutes les 5 d'avoir participé. J'imagine qu'il y a encore pas mal de questions, mais je vous propose d'en discuter autour du cocktail. Merci beaucoup.